Voici le sommaire de ce soir. Donc, l'engagement de l'AFH dans un soutien à la recherche que je vous présenterai. Un deuxième point, ce sera le développement d'une culture de la recherche à l'AFH, qui sera présenté par Geneviève Piétu. Ensuite, un troisième point, le soutien financier de projets de recherche, qui sera présenté par Jean-Marc Tassin, le président du Fonds de dotation de la recherche à l'hémophilie, avec aussi deux chercheurs ou un chercheur, Olivier Christophe, et un praticien, Antoine Roch de Lille, qui vous présenteront les projets qui ont été financés par l'AFH et donc ces projets de recherche, un en fondamental et un en clinique. Et Miassa Emen, avec Édouard Hamelin, vous présenteront comment soutenir le FRH et quelles ont été les actions qui ont été menées jusqu'à présent pour soutenir le FRH financièrement ou les collectes qui ont été mises en place. Et puis ensuite, on terminera la session avec un point questions-réponses où on essaiera d'adresser toutes vos questions, excusez-moi, à vos que vous aurez posté dans le chat. Donc, le premier point, l'engagement de l'AFH dans un soutien à la recherche. Pourquoi l'AFH s'est engagé un soutien à la recherche? Tout d'abord, ça a été un engagement de l'AFH depuis 2013, où une réflexion qui a été menée par Thomas Sagnier lorsqu'il s'est présenté comme président de l'AFH en 2012, il a présenté plusieurs axes de travail et la recherche en faisait partie. Donc, ça a été un engagement de l'AFH à travers le programme présenté par Thomas de devenir en tout cas un acteur au niveau de la recherche, mais pas que, aussi de comprendre, d'avoir cette capacité de connaissance dans la recherche qui était auparavant, en tout cas dans le domaine des maladies hémorragiques rares, la recherche était là, mais elle n'était pas très, il y en avait peu. Et à partir des années 2000, notamment début 2000, la thérapie génique commençait à être en discutée, il y avait eu des arrêts, mais la recherche était vraiment florissante dans ce domaine et il fallait que nous soyons en capacité d'avoir de l'information, de la connaissance sur ce sujet. Ensuite, donc, concomitamment à ce moment-là, il y a eu la création d'un groupe de travail recherche qui a été animé par un chercheur de l'INSERM à la retraite qui se nomme donc Geneviève Piétu. Et sur ce sujet-là, je pense que si aujourd'hui nous sommes où nous sommes, l'AFH, sur le sujet de la recherche, sur la compréhension, sur la connaissance, sur le développement, c'est grâce à Geneviève. Grâce bien sûr à ce groupe de travail, mais Geneviève a été vraiment le pilier, l'axe majeur, l'animatrice de ce travail. Elle a vraiment mené un travail de fond, d'explication, de compréhension auprès de tous les adhérents, auprès des comités. Elle a pris son bâton de pèlerin et informé l'ensemble de la communauté sur ces sujets d'enjeux de recherche très importants. Et aujourd'hui, vraiment, l'AFH a développé une connaissance, une expertise dans le domaine de la recherche, pas qu'en hémophilie, sur l'ensemble des maladies hémorragiques rares. Je crois que on est reconnaissant vraiment à tout ce travail qui a été mené par Geneviève et son groupe de travail. Et de ce sujet, ensuite, à la suite du groupe de travail recherche en 2013, s'est suivi la création du Fonds de dotation de recherche de l'hémophilie, le FRH, qui a été, donc cette réflexion a été menée quasi dès le départ aussi, 2013-2014, et qui a abouti à sa création en 2016. C'était une suite logique pour l'AFH de créer ce fonds de dotation pour la recherche de l'hémophilie, pour se doter d'un outil pour permettre une levée de fonds et devenir un acteur majeur dans la recherche. Alors, on l'appelait hémophilie. C'est vrai que ce
c'est pas principalement sur l'hémophilie, mais sur l'ensemble des maladies hémorragiques rares, hein, aussi sur la maladie de Willebrand, sur les pathologies plaquettaires. Mais on va dire, d'un côté marketing, hémophilie, ça parle aux gens. C'est beaucoup plus simple de dire hémophilie que maladie hémorragique rare lorsqu'on essaye de se présenter auprès de potentiels donateurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette stratégie, cette décision d'appeler ce fonds de dotation à la recherche pour l'hémophilie. Mais ça va bien au-delà de l'hémophilie. Et on espère que la FH aura un impact bien au-delà de l'hémophilie. Et finalement, la recherche a été intégrée complètement dans le plan stratégique. Ça est devenu un axe du plan stratégique de la FH qui a été mis en place et voté par l'Assemblée générale en 2017. Donc, un plan stratégique sur 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes en réflexion d'en construire un nouveau. Et donc, ça fait vraiment partie, c'est complètement intégré dans l'ADN de l'AFH, du pourquoi de l'AFH, la recherche, cet axe recherche, comment a été intégré cet axe recherche dans le plan stratégique. Donc, le soutien de l'AFH, si je peux résumer, ça se résume en 2 volets. C'est une action à 2 volets. Un sur le volet, donc à travers le groupe de travail recherche, de développer la culture de la recherche, d'informer les patients, les familles sur ce sujet de la recherche, que ce soit sur l'hémophilie, sur la maladie de Willebrand, sur les pathologies plaquettaires, à travers plusieurs actions qui vont vous être présentées par Geneviève. Et puis, un autre volet, par le volet du FRH, donc du Fonds de dotation de recherche en hémophilie. Donc, vraiment d'avoir un outil entre nos mains pour collecter des fonds, pour soutenir financièrement des projets de recherche, que ce soit fondamental, donc ça veut dire vraiment des sujets en amont de la recherche clinique. Vous allez avoir 2 présentations, mais si je peux le résumer ça, peut-être, alors je m'excuse, mais ça va être un peu grossier, mais on est dans des recherches fondamentales, on est sur des essais sur des animaux, voilà, on est en train de tester des stratégies, savoir si ça va pouvoir aboutir et arriver sur des essais cliniques au niveau de l'être humain, ou que ce soit des essais cliniques, des essais de la recherche clinique, donc là où c'est vraiment l'impact soit beaucoup plus près de notre quotidien, ça peut vraiment avoir un impact très rapidement sur notre prise en charge. Et donc voilà, ces 2 volets de recherche. Il y en a un autre sur la science humaine et sociale qui, à ce jour, à travers le FRH, n'a pas encore été développé, mais pourquoi pas. C'est aussi un autre volet qui pourrait éventuellement être développé à travers ce soutien de projets financièrement mis en avant par l'AFH. Voilà, je vais laisser la place à Geneviève. Je vais arrêter de partager mon écran et Geneviève Piétu donc, va vous présenter développer une culture à la recherche à l'AFH. Bien, bonsoir à tous. Je n'ai pas besoin de me présenter, hein, Nicolette l'a fait, merci. Juste pour vous dire que je suis bénévole à l'AFH parce que j'ai un fils hémophile et qu'effectivement, j'étais chercheur à l'INSERM et que j'ai donc animé le groupe de travail de recherche. Alors, pourquoi développer une culture de la recherche à l'AFH ? On peut faire un constat. Dans une maladie chronique, le patient, il échange fréquemment avec son médecin. Il connaît bien sa pathologie, il connaît bien son traitement. Mais par contre, on peut se demander s'il connaît aussi bien les enjeux de la recherche qui va permettre de faire avancer la connaissance, aboutir à des nouveaux traitements. Et je pense qu'on peut quand même dire que c'est plutôt, sans dire complètement non, c'est quand même beaucoup moins bien connu. L'autre volet, c'est est-ce que les patients connaissent les chercheurs ? Là encore, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, une autre chose, est-ce que les chercheurs connaissent les patients ? Et en fait, dans ma carrière, moi, j'ai vu beaucoup de chercheurs qui ont travaillé très longtemps sur une pathologie et qui n'ont jamais vu un malade atteindre cette maladie. Donc, c'était un peu ça qu'on voulait faire bouger à l'AFH. Alors, les missions du groupe de travail recherche, ça a été d'une part d'informer les patients, d'essayer de leur expliquer les évolutions, les avancées des traitements et les former donc aux enjeux de la recherche.
Et puis, l'autre point, de rapprocher les patients des chercheurs. Pour ce premier point, informer, expliquer, former, évidemment, de façon tout à fait classique, tout au long de ces années, on a rédigé des articles dans la revue trimestrielle de l'AFH. On a aussi essayé de faire une veille sur la recherche et sur les traitements qui est publiée régulièrement dans la newsletter et sur le site internet de l'AFH. Mais on a surtout cherché à présenter régulièrement un état des lieux de la recherche sur les traitements en matière de maladies hémorragiques rares, donc pas uniquement l'hémophilie, mais aussi les autres pathologies. Alors, on a d'abord fait un petit livret qu'on avait intitulé « État des lieux de la recherche », qu'on a publié en 2013, qu'on avait remis à jour en 2015. Mais on m'avait dit « Oh là là, ton truc, c'est hyper compliqué, donc il faut simplifier ». Donc, on a fait une version simplifiée en 2014 qu'on a appelée « Guide pour mieux comprendre les traitements actuels et faire le point sur les voies de recherche en cours ». Alors maintenant, il est un petit peu démodé. Et puis, tout au long de ces années, on a continué. En 2017, on a fait un flyer, un poster, avec le point sur les essais cliniques en cours. Et puis, très récemment, c'est-à-dire en avril de cette année, on a refait le même poster, mais en le mettant à jour. Et là, en faisant la différence entre les médicaments qui étaient accessibles en France et ceux qui étaient en essai clinique. Et c'est un petit peu le même plan que ce qu'on vous a présenté à la session plénière la semaine dernière, samedi dernier. Alors, on a fait aussi des brochures qu'on a appelées guides patients. Et la première, en 2014, ça a été pour participer à un essai clinique. Donc, on avait intitulé ça « Tout ce que vous voulez savoir sur les essais cliniques dans le domaine des maladies hémorragiques rares ». Et le but, c'était d'informer les patients sur les avantages et les inconvénients d'une participation aux essais cliniques, mais évidemment, l'AFH restait neutre et il n'était pas question de dire aux patients « allez participer » ou « ne participez pas à un essai clinique ». On donnait simplement les informations. Alors, on a aussi publié une brochure sur la thérapie génique en 2018 qui était dérivée en fait d'une journée dont je vais vous parler tout de suite après et où on posait les principes évidemment de la thérapie génique, mais aussi 12 questions qui restaient non résolues à l'époque et qui en fait pour la plupart reste encore posée aujourd'hui. Donc la brochure est pas, même si elle a 2 ans, elle n'est pas complètement démodée. Et puis en 2019, on a fait une petite brochure sur les molécules à durée de vie prolongée. On a aussi fait un flyer pour expliquer les bases de la biologie. On s'est dit que c'était peut-être pas plus mal. Alors tous ces documents, ils sont accessibles sur le site internet de l'AFH en version électronique, mais aussi en version papier évidemment. Et si vous le désirez, vous pouvez le demander au siège et on vous enverra les brochures en question. Alors, très récemment, là, en novembre, donc vraiment il y a quelques jours, on a publié 5 vidéos sur la thérapie génique. Cette série de vidéos, elle a été élaborée par l'EHC, donc le groupement européen des patients, le consortium européen des patients en hémophilie, et l'AFH l'a traduit et sous-titré en français. Alors, les termes à aborder sont qu'est-ce que c'est que la thérapie génique, donc les principes, l'aperçu de la thérapie génique, les essais cliniques en cours, comment fonctionne un essai clinique dans le domaine de l'hémophilie, en pratique, comment ça marche, la sécurité évidemment, et puis le point de vue d'un patient. Donc, en fait, c'est un petit peu aussi les points qui seront abordés samedi prochain lors de la session plénière. Alors, ces vidéos, elles ne sont pas encore accessibles sur le site internet de l'AFH, je crois, mais par contre, elles sont accessibles dans l'onglet documents sur la plateforme du congrès.
Alors ça, c'est donc que des versions, des parties papier. Donc on s'est dit qu'aussi c'était important d'aller à la rencontre des malades. Et pour ça, on a organisé des journées thématiques. Donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, une sur la thérapie génique qu'on avait appelée la thérapie génique, espoir, rêve ou réalité. Et on avait fait le matin des ateliers, des débats pour discuter entre nous. Et l'après-midi, on avait des présentations d'une part du professeur Alain Fischer, qui est le pionnier de la thérapie génique en France, donc vraiment une sommité dans le domaine, et Federico Minguzzi, qui est un chercheur du Généton, qui à l'époque travaillait énormément dans le domaine de l'hémophilie et qui maintenant est parti aux États-Unis et qui est dans la société Spark dédiée à la thérapie génique, enfin la thérapie génique en général et en particulier la thérapie génique de l'hémophilie. Une autre journée a porté sur les anticorps thérapeutiques. C'est un nouveau type de médicament et ce qu'on vous a présenté l'autre jour, l'Hemlibra, les inhibiteurs des anticoagulants naturels, il y en a une partie, ce sont des anticorps thérapeutiques. Vous en entendrez encore parler tout à l'heure avec Olivier Christophe. Et donc, ça nous paraissait important d'apporter une formation sur ce type de nouveaux médicaments. Donc, on a passé la journée à Tours, dans ce laboratoire, et ils nous ont expliqué à la fois les principes et le processus de fabrication. En 2019, on a fait une journée complète sur les nouveaux traitements pour l'hémophilie. Où en sommes-nous? Pour qui? Pour quand? Il y avait presque une centaine de participants. Et puis, on a aussi fait un Facebook Live où on a répondu donc en direct aux questions posées sur la recherche et les nouveaux traitements pour les personnes du groupe Facebook de l'AFH. Et là, il y avait un intervenant, un médecin et un chercheur, Olivier Christophe, qui va vous parler tout à l'heure. Alors, aussi dans nos rencontres vers les malades, bien sûr, on fait des déplacements dans les comités régionaux. On a souvent participé au JMH. Et puis, on a organisé des sessions plénières ou des ateliers aux congrès nationaux de l'AFH. Alors, je voudrais juste préciser, par exemple, au congrès de Nancy il y a 2 ans, on avait fait des forums recherche, c'est-à-dire quelque chose d'assez interactif, plus interactif qu'une session plénière d'ailleurs, avec 6 thèmes de recherche, 3 généralistes et 3 spécialisés. Et puis, dans ce congrès virtuel, là, cette année, donc on a donc organisé la plénière sur l'état des lieux des traitements de l'hémophilie samedi dernier, le Zoom sur la réparation des cartilages vendredi dernier, la session d'aujourd'hui, et puis la plénière sur la thérapie génique de samedi prochain. Alors, le dernier volet, comme je vous le disais en commençant, c'est de rapprocher les patients des chercheurs. Alors, nous organisons depuis 2015 et pratiquement tous les ans des rencontres entre les patients et les chercheurs dans un laboratoire de recherche et on a été pratiquement à chaque fois accueillis par le laboratoire INSERM du Kremlin-Bicêtre où on passe la journée entière avec les chercheurs et notamment tous les chercheurs et notamment les jeunes chercheurs du laboratoire. Alors, il y a à la fois des présentations de comment est organisé un laboratoire de recherche, comment on fait pour devenir chercheur, comment les chercheurs cherchent des sous et comment ils obtiennent des financements, ce qui est une tâche ardue. Et puis, des discussions évidemment avec eux et aussi l'après-midi, la plupart du temps, des petits ateliers qui permettaient de se familiariser avec quelques techniques de recherche, par exemple un test de coagulation ou la visualisation d'ADN sur un gel ou d'une protéine, de voir des cellules au microscope et ainsi de suite. L'année dernière, en 2009, on n'a pas pu le faire évidemment cette année, mais l'année dernière, en 2009, tout le monde nous avait dit une journée c'est trop court, donc on avait rallongé, on avait fait un dîner, une soirée, dîner-débat, et après toute la journée. Et là encore, je voudrais vraiment remercier ces chercheurs qui nous accueillent à chaque fois vraiment de façon extrêmement chaleureuse
et pour qui, enfin, c'est à la fois, c'est vraiment un plaisir pour tous les participants pour participer à cette journée. Et puis, la dernière chose qu'on fait, ce sont des stages intitulés Stages tous chercheurs qui ont eu lieu à la fois à Marseille et à Évry. C'est une organisation qui est financée à la fois par l'INSERM et l'AFM Téléthon. Et là, vous voyez, on en a fait aussi là tous les ans. Là, il y a une douzaine de personnes qui peuvent, alors là, être dans un laboratoire dédié. Et vous voyez là les participants, donc c'est des, je précise, hein, c'est des personnes de l'AFH qui sont toutes avec leur blouse, leur pipette, leur tube à essai. Et pendant 3 jours, ils vont s'immerger, comment on dit ça, je ne sais plus, dans un laboratoire de recherche. Et en général, les gens apprécient beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter là et laisser la parole à Nicolas. Merci Geneviève pour toutes ces informations, tout ce travail que tu as mené avec le groupe de travail recherche depuis 2012. Donc ça, c'est un premier volet du travail de la recherche à l'AFH. Et nous allons découvrir le deuxième volet de la recherche à l'AFH à travers donc, le fonds de dotation de l'hémophilie. Soutenir financièrement des projets de recherche. Donc, il va y avoir plusieurs présentations qui vont vous être faites. En premier lieu, la présentation du fonds de dotation de recherche, donc, par Jean-Marc Tassin, le président du FRH. Ensuite, présentation de 2 projets financés par le FRH. Donc, un premier projet, un projet de recherche fondamentale mené par l'équipe de Olivier Christophe à l'INSERM, l'unité 1176 au Kremlin-Bicêtre, en région parisienne. Et puis, un autre projet de recherche, un projet de recherche clinique mené par Antoine Roch et son équipe aussi au centre hospitalier universitaire de Lille sur la maladie de Willebrand. Ensuite, une vraie explication comment aider le FRH, comment aider le fonds de dotation de la recherche par Mia Saimen, salarié de l'AFH, donc chargé de mission collecte de fonds, et avec Édouard aussi, qui vous présentera tous les projets qui ont été menés pour le FRH, pour la recherche, passée et future. Donc, je laisse la main à Jean-Marc Tassin, président du FRH, vous présenter cette session. Jean-Marc, c'est à toi. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette soirée dédiée au soutien de la FH et de la recherche et pour vous présenter le FRH, le Fonds de dotation de recherche sur l'hémophilie. Je suis moi-même porteur d'une maladie hémorragique rare et bénévole de la FH. Et j'ai succédé il y a 1 an maintenant à Emmanuel Altmeyer à la présidence du FRH. Donc, je vais vous dire ce soir quelques mots sur le FRH, l'outil de la FH encore récent et peu connu, créé pour soutenir la recherche. Mon objectif est de vous donner des éléments sur 3 points pour répondre et des réponses à 3 questions. Pourquoi le FRH? Quel est l'intérêt du FRH? Comment fonctionne le FRH? Et après, je passerai la main donc au docteur, à Olivier Christophe et au docteur Roch qui vous préciseront donc, feront un point sur les travaux financés par le FRH. Donc, un premier point, un bref historique du FRH. Alors, vous avez déjà eu par Nicolas et Geneviève des éléments. L'AFH, partant du constat que certains thèmes de recherche utiles à la communauté des patients n'étaient pas ou insuffisamment couverts par la recherche, que certains chercheurs disposaient de moyens limités, a décidé dès 2013 de resserrer ses liens avec les instances de recherche. S'en sont suivis différents travaux qui ont abouti en 2016, sous l'impulsion de Thomas Sagnier et de Geneviève Piétu, à la création du FRH, donc, qui est un fonds de dotation de recherche sur l'hémophilie et qui est destiné à financer les programmes de recherche sur les maladies hémorragiques rares. Ce fonds de dotation a pour vocation de recevoir des sommes collectées
pour la recherche et à les affecter au financement de programmes de recherche scientifique, mais aussi en sciences sociales et humaines, dès lors que c'est lié aux maladies hémorragiques rares. Ces 3 administrateurs, depuis l'origine, sont Geneviève Piétu, que l'on ne présente plus et qui représente l'AFH au conseil d'administration du FRH, et 2 présidents d'honneur de l'AFH, Edmond Luc Henry et Jean-Louis Dubourdieu, qui sont très impliqués et attentifs à la vie du FRH, et je les remercie ici. Alors, quel est l'intérêt d'un fonds? Alors, il faut savoir que le fonds de dotation, c'est un statut juridique qui est à mi-chemin entre l'association et la fondation. Fondation, d'ailleurs, qui reste une des cibles dans le temps pour l'association, donc avoir transformé le fonds de dotation en fondation. Mais le fonds de dotation, dès aujourd'hui, c'est un support juridique intéressant, tout particulièrement parce qu'il permet de bénéficier de conditions légales très favorables, notamment pour le FRH, les legs, c'est-à-dire les legs de biens immobiliers ou de contrats d'assurance vie ou de portefeuille de valeurs immobilières sont exonérés de droits de mutation. Quand on connaît les droits de mutation en France, c'est significatif et donc il s'agit là d'un avantage intéressant. Bon, pour les donateurs particuliers ou entreprises, les dons bénéficient de conditions fiscales attractives. Actuellement, bon, je dis actuellement parce que cela varie au gré des lois de finances, et les conditions sont donc déductibles, ces dons sont déductibles du revenu imposable à hauteur de 66% de leur montant pour les particuliers et à hauteur de 60% pour les entreprises. Allié à d'autres financements, ce fonds permet également de bénéficier d'un effet de levier important pour financer des projets de recherche de taille significative. Il est évident qu'aujourd'hui, notre structure, la taille de notre bilan ne nous permet pas de financer seul des recherches, mais que notre financement se rajoute à d'autres financements pour arriver donc à avoir un financement de programme cohérent d'un projet de recherche. Un élément important aussi, c'est qu'en termes de communication, avoir un fonds de dotation, ça donne de la visibilité tant aux actions des entreprises mécènes qui financent à ce moment-là une structure spécifique avec un objet social précis, et également ça donne de la visibilité aux interventions de l'AFH dans le domaine de la recherche, puisque le fonds de dotation est l'outil spécialisé donc, dans ce domaine-là. Donc un certain nombre d'avantages, mais aussi une originalité, c'est le fonctionnement du FRH. Le FRH fonctionne de manière simple. La fluidité des relations entre l'AFH et son fonds de dotation a permis de mettre en place un fonctionnement qui est assez simple et qui associe les patients au choix des thématiques de recherche financées. Très vite, il est apparu indispensable de mettre en place une structure pour que les patients puissent choisir eux-mêmes les axes de recherche qu'ils souhaitaient soutenir. C'est dans ce but qu'a été créé dès 2014 le groupe phare pour patients et parents concernés par les troubles de l'hémostase, acteurs d'une recherche engagée. Les objectifs de ce groupe sont doubles. D'une part, se positionner sur les axes et les stratégies de recherche que l'AFH veut soutenir, et d'autre part, prioriser et faire émerger nos choix. La procédure de choix intègre bien sûr les patients eux-mêmes, mais aussi des scientifiques et la gouvernance de l'AFH. Cette procédure peut se résumer en 3 points qui sont autant d'étapes. Le premier point, c'est la sélection des thèmes de recherche. Ce sont les patients eux-mêmes, donc réunis au sein d'un groupe de travail du groupe phare, qui sélectionnent parmi l'ensemble des thèmes de recherche proposés ceux qu'ils souhaitent soutenir en priorité. Dans un deuxième temps, ces thèmes sont ensuite transmis au comité scientifique de l'AFH, qui rédige les appels à projets, puis expertise les projets de recherche qui sont proposés par les chercheurs. Enfin, troisième point, c'est le conseil d'administration de l'AFH qui choisit le ou les projets à financer parmi ceux expertisés. Ces projets doivent être ensuite confirmés par le conseil d'administration du FRH qui en assure le financement et le suivi. Alors, aujourd'hui, 2 projets ont été financés par le FRH, mais qui est intervenu à 3 reprises. Bon, ce sont des projets, bien sûr, dédiés qui sont concentrés sur les maladies hémorragiques rares, et les financements du FRH sont des tickets, des financements unitaires de 50 000 €. Le premier projet, fin 2016 puis en 2018, le FRH a soutenu
le projet de l'INSERM Kremlin-Bicêtre sur les nanobodies. L'objectif est de restaurer la coagulation sanguine chez un patient hémophile sans utiliser une molécule procoagulante. Le FRH a financé le salaire d'un chercheur postdoctorant pendant une première année, puis renouvelé son appui pour une deuxième année. Enfin, en 2019, le FRH a financé un nouveau projet de recherche intitulé VideoBleed et présenté par l'INSERM, le CHU de Lille. Son objectif est d'identifier de manière prédictive, rapide, peu invasive, le risque hémorragique chez les patients atteints de maladies de Willebrand. Le FRH a financé un nouveau type de matériel, un vidéomicroscope. Mais maintenant, pour en savoir plus sur ces projets, je vais passer la parole à Olivier Christophe, puis au Dr Roch, qui vont vous présenter plus en détail leurs travaux. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Olivier Christophe. J'espère que vous voyez ma présentation, je pense que oui, et que vous m'entendez bien cette fois. Oui, tout va bien, Olivier. Ouais, je suis très content d'être parmi vous ce soir. C'est un plaisir et un honneur d'être ici. Et donc, je vais vous présenter ce projet de recherche qui a été financé pendant 2 ans par l'AFH, comme il a été expliqué avant, pour financer le salaire d'un jeune chercheur postdoctorant. Donc, ce projet concerne en fait l'utilisation de petits fragments d'anticorps qu'on appelle des nanobodies, je vais revenir sur ça ensuite dans ma présentation, pour permettre un traitement sous-cutané de l'hémophilie. Alors, vous le savez, les traitements de l'hémophilie disponibles et à venir sont nombreux. Il y a d'abord ce qu'on appelle les thérapies de remplacement, qui sont principalement constituées de ce qu'on appelle les facteurs classiques, plasmatiques ou recombinants, que ce soit le facteur 8 ou le facteur 9, les facteurs 8 et 9 à demi-vie allongée. Et puis, vont apparaître d'autres molécules, mais je ne vais pas m'étendre sur ça parce que vous avez eu des présentations sur tout cela et vous allez encore en avoir. Et l'autre type de traitement, ce sont des traitements où on n'utilise pas des facteurs de la coagulation et des molécules donc, qui ne sont pas des remplacements. Et là, il y a principalement 2 types de stratégies, soit des molécules qui vont mimer les facteurs de la coagulation, notamment mimer le facteur 8. C'est ce qu'on a par exemple avec l'anticorps MIBRA. Et puis, l'autre stratégie, c'est d'inhiber des anticoagulants naturels. Et c'est de ça dont parle le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit en fait de restaurer la balance hémostatique. Alors, c'est donc un traitement qui est non substitutif de l'hémophilie, c'est-à-dire qu'on ne remplace pas le facteur procoagulant déficitaire par un autre facteur procoagulant, mais on va restaurer cette balance hémostatique entre facteur procoagulant ici en vert et facteur anticoagulant en rouge, en inhibant ces facteurs anticoagulants, en bloquant leur activité. Et l'exemple qui est schématisé ici, c'est le cas d'un patient hémophile A avec un déficit en facteur 8, ici à gauche en vert, et pour lequel on va bloquer l'action de l'antithrombine, ou l'inhiber, pour restaurer l'équilibre entre facteurs procoagulants et anticoagulants, et ainsi permettre de corriger l'épanchement sanguin de façon normale. Alors, quels sont les objectifs de tous ces traitements, même si les stratégies sont différentes? Il s'agit principalement d'avoir des molécules qui ont une demi-vie plus longue, ce qui veut dire qu'on va réduire le nombre d'injections, que ces injections peuvent être pas uniquement intraveineuses, mais qu'on peut avoir aussi des injections, par exemple, en sous-cutané. Il y a d'autres voies également qui sont en cours de recherche. Que ces molécules soient bien sûr moins immunogènes, parce que de nombreux hémophiles peuvent développer des inhibiteurs contre le facteur 8, moins contre le facteur 9, donc réduire le développement des inhibiteurs. Et enfin, réduire les coûts et rendre les traitements plus accessibles au plus grand nombre. Vous le savez, plus de 70% de la population mondiale ne dispose pas de traitement. Et en fait, aujourd'hui, tout ce que je vous ai présenté et qui est à venir répond assez bien à ces trois premiers objectifs. C'est beaucoup moins vrai pour le dernier. Et donc, nous, on a pensé que l'utilisation des nanobodies pouvait justement non seulement répondre à ces premiers objectifs, mais aussi essayer de permettre une meilleure accessibilité au traitement au plus grand nombre d'hémophiles.
Donc, pour cela, on a utilisé cette stratégie qui s'appelle les nanobodies. Alors, qu'est-ce que sont que les nanobodies? Ce sont en fait des anticorps qui sont issus d'une espèce particulière qui sont les camélidés, qui sont représentés notamment par les lamas, il y a aussi les chameaux et les dromadaires. Et ici sont schématisés les anticorps. Alors ici à gauche, c'est l'anticorps classique, et vous voyez qu'il est assez important, il a une forme un peu d'Y. Eh bien, dans ces camélidés, on trouve un anticorps moins important, vous voyez qu'il n'a que 2 chaînes identiques, et à l'extrémité de cette chaîne se trouve ce fragment en marron qui s'appelle VHH, qui est variable et qui s'appelle le nanobody et qui a des particularités tout à fait intéressantes. Pourquoi? Parce que ces molécules sont très solubles. Ça veut dire très solubles, ça veut dire qu'elles vont pénétrer facilement les tissus, ça veut dire qu'on peut les administrer en sous-cutané, mais on peut même les administrer en aérosol. Il y a des recherches à ce niveau-là. Elles sont très stables, même à des températures élevées. Ça veut dire qu'on peut les conserver facilement, même à température ambiante, donc facilité de transport. Elles sont humanisables, ça veut dire facilement, ça veut dire qu'il y a peu de risque de développer des inhibiteurs. On sait aujourd'hui comment légèrement modifier ces molécules sans changer leur fonction et les rendre complètement invisibles au système immunitaire humain. Et elles sont produites par des micro-organismes, notamment des bactéries ou des levures. Et ça change complètement par rapport aux facteurs de coagulation classiques, tels que le facteur 8 ou le facteur 9, qui nécessitent des cellules beaucoup plus sophistiquées, qui sont des cellules eucaryotes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, ces micro-organismes ont des faibles coûts de production. Et donc, c'est une accessibilité technique de production beaucoup plus abordable pour de nombreux pays que les solutions qui sont actuellement en développement. Et enfin, c'est une solution innovante et réaliste. Il y a un premier nanobody qui s'appelle le caplacizumab du groupe Sanofi qui est commercialisé pour traiter une maladie rare du sang qui s'appelle le purpura thrombotique, thrombocytopénique. Et jusqu'à tout à l'heure, je regardais un peu de bibliographie et j'ai découvert par exemple que dans le Covid-19, les nanobodies étaient en plein développement pour traiter cette pandémie. Et il y a notamment actuellement des essais qui sont faits avec ces stratégies. Alors, tout un tas d'applications possibles, de la recherche fondamentale, du diagnostic et de la thérapie. Qu'est-ce que sont que les nanobodies à l'unité 1176? C'est 3 lamas. À l'unité, on a immunisé 3 lamas avec 20 protéines différentes, dont des protéines qui nous intéressent dans l'hémostase, comme le facteur 8, le facteur vibrante, etc., etc. Vous les voyez en photo ici, Cici Babcock, Paris Hilton et Alican. Grâce à ces lamas, on a pu obtenir 6 banques différentes de nanobodies avec une taille de plus de 10 millions de clones différents par banque. C'est énorme. Et ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on sélectionne et on modifie ces nanobodies pour des multiples applications, que ce soit pour nos travaux de recherche, mais aussi pour développer des outils et des médicaments à visée thérapeutique, bien sûr. Quelques chiffres sur les nanobodies au sein de notre unité. Vous voyez qu'actuellement, on a 11 cibles qui sont étudiées, différentes. 6 projets à l'unité concernent l'hémophilie. Les ressources humaines représentent environ 15 personnes de l'unité. Il faut savoir que l'unité, on compte à peu près entre 40 et 50 personnes. Donc, ça commence à vraiment prendre de l'ampleur chez nous. C'est une vraie plateforme. Et qu'en dehors des financements de l'INSERM qui assure le salaire des personnes statutaires et le fonctionnement, on va dire, du laboratoire, on a des financements à hauteur de plus de 2 millions d'euros aujourd'hui pour tous ces projets, dont 0,5 millions qui sont simplement dédiés aux nanobodies anti-antithrombine. Et vous voyez que ces financements sont de diverses origines et notamment d'associations comme l'Association française des hémophiles, que je remercie encore grandement aujourd'hui. Alors ça, c'est toutes les étapes qui sont nécessaires pour partir de l'immunisation ici de Cici Babcock et pour arriver à un nanobody anti-antithrombine. Vous voyez qu'il y a de nombreuses étapes de culture, de clonage, de biologie moléculaire, etc., d'ingénierie, d'informatique. Il faut plusieurs mois pour arriver à obtenir un nanobody. Et quand on a ce nanobody, il y a encore de nombreuses semaines et de nombreux mois pour le caractériser. Il va falloir le produire, trouver le meilleur système de production, le tester. Donc ici, on l'a testé sur sa capacité à inhiber l'action de l'antithrombine, qui est un anticoagulant de la coagulation sanguine. On a vérifié si on avait des candidats qui pouvaient restaurer la coagulation dans du plasma hémophile. On a regardé la demi-vie de cette molécule pour savoir est-ce
comment elle se comportait par exemple par rapport au facteur 8. Et puis, quand on a de la chance, on arrive au système animal quand on est chercheur et on peut tester dans un modèle hémophile. Et au laboratoire, on a de nombreuses souris hémophiles pour tester nos bons candidats. Donc, quand on a immunisé le cistipacoque et qu'on a obtenu et produit ces nanobodies, on en avait 7 très intéressants. Et vous voyez qu'ils reconnaissent tous, bien sûr, l'antithrombine humaine parce qu'on avait immunisé notre lama avec de l'antithrombine humaine, mais de façon intéressante, d'autres antithrombines produites dans d'autres espèces sont également reconnues, ce qui veut dire que ça nous laissait la possibilité d'utiliser ces nanobodies justement dans des modèles animaux, et notamment des modèles animaux hémophiles comme la souris ou le chien. Alors, je vais vous passer tous les détails de la caractérisation, mais une étape importante pour valider un nanobody vis-à-vis de l'hémophilie, c'est de regarder si ce nanobody, dans un plasma hémophile, il peut restaurer la génération de la thrombine. La thrombine, qu'est-ce que c'est? C'est l'enzyme terminale de la coagulation sanguine qui va permettre d'activer les plaquettes et de former le thrombus au lieu de la blessure vasculaire. Vous voyez sur ce graphe, en ordonnée, ce sont les taux de thrombine générés en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le plasma de l'hémophile et on met dedans une petite étincelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, et on regarde, on mesure, on est capable de mesurer la thrombine générée au cours du temps. Vous voyez que dans un plasma d'hémophile, cette courbe est complètement plate. Quand on a 1% de facteur 8, vous voyez que ça décolle un petit peu, 10% beaucoup plus, et 100% de facteur 8. Donc, quand on a complètement corrigé l'hémophilie, vous voyez qu'on a beaucoup de thrombine générée au cours du temps. On a testé pour voir si quand on mettait nos nanobodies dans ce plasma hémophile, est-ce qu'on allait restaurer la génération de thrombine. Et vous voyez que malheureusement, sur les 7 nanobodies qu'on avait produits dans un premier temps, aucun était capable de restaurer la thrombine. Donc, autant vous dire qu'on était assez déçus parce qu'on avait des molécules qui reconnaissaient bien l'antithrombine, mais qui n'avaient aucune fonction apparente. On a beaucoup réfléchi, on a fait différentes stratégies et on s'est rendu compte que si on combinait les nanobodies, eh bien là, on voyait apparaître une fonction intéressante et notamment, on était capable de générer de la thrombine. C'est ce que vous voyez à gauche avec un nanobody bivalent qu'on a appelé KBAT0203. Et vous voyez avec 2 nanobodies qu'on a liés entre eux. Et là, vous voyez en marron et en vert, quand on rajoute ce nanobody à différentes concentrations dans du plasma hémophile, eh bien, on arrive très bien à restaurer la génération de thrombine, autant que dans le plasma normal en bleu. Même chose avec un nanobody trivalent. Et vous voyez même que l'allure de la courbe en rouge ressemble beaucoup à ce qui se passe dans une situation où on a des taux supérieurs à 10% de facteur 8 et un petit peu moins que 100% de facteur 8. Donc, on était très contents. Et du coup, on a regardé quelle était la demi-vie de ces nanobodies. Dans un modèle animal, encore la souris, on a comparé combien de temps restait dans la circulation ce nanobody par rapport au facteur 8. Donc, on a injecté les souris soit avec du facteur 8, soit avec le nanobody ici de trivalent. Et vous voyez que quand on mesure la demi-vie du facteur 8 chez la souris, on a une demi-vie qui est un peu moins de 20 minutes, alors que notre nanobody a une demi-vie beaucoup plus longue qui est d'environ 90 minutes. Donc, 10 fois plus longtemps dans la circulation que le facteur 8. Alors, ça reste un modèle animal, mais ça laisse présager de bonnes choses pour la suite. On a ensuite évidemment testé ce nanobody dans un modèle hémophile, et le modèle hémophile de choix dans notre laboratoire, c'est la souris. Vous voyez cette petite souris ici. Et le modèle qu'on fait de saignement chez la souris, c'est qu'on va couper au niveau de la queue, donc c'est une coupe transversale de la queue ici, et vous voyez 2 veines et une artère, et on vient couper une veine, et on mesure le volume de sang perdu au cours du temps. Et donc à gauche, ici, vous voyez le nanobody 0203, le bivalent. En rouge, ce sont des souris qui sont traitées avec simplement le transporteur du nanobody, donc il n'y a pas de nanobody. Les souris hémophiles, vous voyez qu'elles perdent beaucoup de sang, entre 500 et 1000 microlitres. Les souris en vert traitées avec le nanobody, vous voyez qu'elles perdent beaucoup moins de sang et qu'on corrige le saignement. Même chose avec un nanobody trivalent ici. Donc, nos 2 nanobodies leaders sont bien fonctionnels dans un modèle hémophile. Et on a fait tout un tas d'autres tests et ça restait très positif chez l'animal. Et on a décidé de tester ces nanobodies en thérapie génique. On a profité d'une collaboration qu'on a avec le docteur Federico Binguzzi, à l'époque où il travaillait encore au Généton à Évry, et on lui a demandé de nous générer des AAV, donc ce sont des particules virales qui sont utilisées aujourd'hui en thérapie génique, en clinique chez les hémophiles A et B, et que dans ces AAV, ils puissent nous mettre la séquence de nos nanobodies
et qu'en utilisant ces AAV chez un modèle souris, on allait avoir une transfection spécifique du foie. Les AAV allaient aller uniquement dans le foie et permettre l'expression du gène du nanobody dans la circulation sanguine. Et on a testé ensuite ces souris traitées avec les AAV, et encore comme tout à l'heure, on les a fait saigner et on a regardé si elles perdaient moins de sang que les souris non traitées. En gauche, une souris hémophile A, donc des souris hémophile A, et vous voyez qu'elles perdent beaucoup plus de sang que les souris qui sont traitées. On a vraiment une correction de l'hémostase ici. Et à droite, des souris hémophile B, et vous voyez que ça marche aussi pour les souris hémophile B. En blanc, les souris non traitées, en gris, les souris traitées, en gris clair, les souris traitées. La différence entre les gris clairs et les gris foncés, c'est que dans les gris foncés, en fait, on avait au préalable provoqué une réponse immunitaire contre le facteur 9 chez ces souris. Et vous voyez que même en présence d'inhibiteurs, on a bien une correction du saignement. Voilà, j'ai fini. Je vais résumer les principaux points de nos travaux. Donc, on a montré que les nanobodies antithrombines pouvaient réduire significativement les saignements chez les souris hémophiles A, aussi bien quand ces nanobodies étaient injectés sous la forme d'une protéine ou via thérapie génique, que pour le modèle de souris hémophile B, l'expression par le foie d'un nanobody anti-antithrombine permet une correction des saignements indépendamment de la présence d'inhibiteurs anti-facteur 9, et que donc on peut conclure que les nanobodies représentent une alternative peu onéreuse pour les patients hémophiles A et B, indépendamment de la présence d'inhibiteurs, mais aussi pour certains déficits rares de la coagulation qui ne bénéficient pas de traitement satisfaisant à l'heure actuelle. Voilà. Ces travaux ont donné lieu évidemment à la publication de brevets et à une publication qui vient d'être publiée cette année en 2020 dans un journal reconnu internationalement de médecine. Voilà. Et pour finir, eh bien, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont impliquées dans ce vaste projet, parce que bien sûr, l'AFH a participé au financement de 2 jeunes postdoctorants, mais c'est un travail de collaboration qui se fait avec les équipes du Généton pour la partie thérapie génique, avec une équipe en Allemagne pour la construction de nos vecteurs, et une équipe au Canada de David Lillicrap, qui a un modèle d'hémophile chien, et on espère bien pouvoir tester nos nanobodies dans un modèle hémophile chien, après avoir testé de façon réussie chez la souris. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Olivier. Maintenant, on va voir la présentation du docteur Antoine Roch. Docteur, c'est à vous. Bonsoir à tous, je m'appelle donc Antoine Roch, mais je suis médecin à Lille et je suis également très content de vous présenter notre projet de recherche qui est soutenu par l'AFH. On va s'éloigner un petit peu de l'hémophilie pour s'intéresser désormais à la maladie de Willebrand et plus spécifiquement à une complication hémorragique dont la prise en charge dans la maladie de Willebrand demeure problématique, à savoir les hémorragies digestives. Je remercie Madame Cotas d'avoir la gentillesse. Voilà. Alors, donc les hémorragies digestives dans la maladie de Willebrand, ce que vous devez savoir, c'est que ça constitue à l'heure actuelle la première cause d'hospitalisation pour saignement et que finalement l'incidence des hémorragies digestives chez les patients atteints de maladie de Willebrand, elle est 10 fois supérieure à ce qu'on peut observer dans la population générale. Donc ça, c'est une donnée qui nous vient d'une grande étude de population menée en Suède. Et bien évidemment, du fait de cette incidence élevée d'hémorragie digestive, les patients qui ont une maladie de Willebrand vont avoir au cours de leur vie une probabilité plus élevée d'avoir des explorations endoscopiques digestives dans le cadre de l'exploration de saignements digestifs. Alors, ce risque d'hémorragie digestive, il est inégal selon le type de maladie de Willebrand en cause. Vous voyez sur la figure de gauche, la figure de gauche, elle représente finalement le risque de saignement en fonction du type de maladie de Willebrand, type 1 et type 2, et en fonction de l'âge. Donc, vous voyez avec les petits rectangles là, noirs que finalement la fréquence des saignements augmente avec l'âge, et cette augmentation de la fréquence des saignements avec l'âge, elle est surtout marquée pour les patients atteints de maladie de Willebrand de type 2. Et ce qui est responsable de cette augmentation des saignements avec l'âge dans les maladies de Willebrand de type 2, c'est notamment, on voit sur la figure de droite, les hémorragies digestives. Donc finalement, ces hémorragies digestives, leur risque augmente avec l'âge. Et le point important, c'est que le risque est variable selon le type de maladie de Willebrand. On va les observer plus volontiers pour certains types de maladies de Willebrand, que sont la maladie de Willebrand de type 3. Donc, la maladie de Willebrand de type 3, c'est la forme la plus sévère de maladie de Willebrand.
et certaines formes qualitatives de maladies de Willebrand, que sont les maladies de Willebrand 2A et 2B. Ce qui fait un petit peu la particularité de la maladie de Willebrand, c'est qu'on va observer finalement comme cause, quand on va aller regarder quelle est la cause de ces hémorragies digestives en endoscopie, on va tomber fréquemment sur des lésions assez particulières que sont les angiodysplasies digestives. Alors, qu'est-ce que c'est que les angiodysplasies digestives? Ce sont des petites malformations vasculaires qui sont développées au niveau de la couche superficielle de la paroi du tube digestif. On peut retrouver à différents niveaux du tube digestif, et notamment fréquemment au niveau de l'intestin grêle. Et ça, c'est problématique parce que finalement, l'intestin grêle, c'est finalement une localisation qui n'est pas accessible à l'endoscopie conventionnelle, donc l'endoscopie haute, la fibroscopie, ou l'endoscopie basse, la coloscopie. Et c'est ce qui explique finalement que les patients qui vont développer des angiodysplasies digestives, et notamment avec des localisations au niveau du grêle, on va avoir du mal à les prendre en charge parce que les lésions présentes au niveau du grêle ne vont pas être accessibles à un traitement endoscopique, et ça va être une source finalement de récidive qui va nuire profondément à la qualité de vie de certains patients. Ces angiodysplasies digestives, c'est une cause d'hémorragie qui est plus volontiers observée chez les patients âgés dans la population générale. Et si on s'intéresse sur la diapositive suivante à la maladie de Willebrand, vous allez voir que ces angiodysplasies digestives, elles constituent la première cause d'hémorragie digestive dans la maladie de Willebrand. Donc là, tout récemment, on a le Centre de référence maladie de Willebrand a mené une étude rétrospective sur une vingtaine de centres français sur la période 2015-2018. Et cette étude a permis de recenser environ une cinquantaine de cas d'hémorragie digestive. Et je ne sais pas si vous voyez très bien, mais quand vous regardez la figure à gauche, finalement, la figure de gauche, elle représente le résultat de l'endoscopie conventionnelle réalisée chez ces patients. Qu'est-ce qu'on va retrouver quand on va réaliser une fibroscopie, donc une endoscopie haute, ou une coloscopie, une endoscopie basse chez un patient atteint de maladie de Willebrand qui saigne? Vous voyez qu'à peu près, ça c'est l'encadré qui est en rouge, à peu près un tiers des cas, avec une endoscopie conventionnelle, on va déjà retrouver des angiodysplasies. Et ceci indépendamment du fait que les patients aient ou non des antécédents d'angiodysplasie digestive. Et maintenant, on dispose, en plus de l'endoscopie conventionnelle, d'une modalité, on va dire, pas très invasive d'exploration de l'intestin grêle, qu'on appelle la vidéocapsule endoscopique. Donc, la vidéocapsule, ça consiste en fait à avaler une petite caméra, et cette caméra va passer dans l'estomac et ensuite dans l'intestin grêle, et elle va permettre d'acquérir une vidéo. Et ensuite, le gastro-entérologue va récupérer la capsule et va analyser le film et regarder si oui ou non il est en mesure d'identifier des lésions d'angiodysplasie au niveau de l'intestin grêle. Et finalement, si pour les patients pour lesquels l'endoscopie conventionnelle classique ne permettait pas de retrouver de lésions, si on regarde sur la diapositive suivante, quand on va faire une vidéocapsule à ces patients-là, on va là encore retrouver une fréquence élevée d'angiodysplasie digestive. Et quand on cumule finalement les résultats de l'exploration par l'endoscopie conventionnelle et par vidéocapsule, vous voyez sur la figure de droite, là, avec l'encadré en rouge, que quasiment jusqu'à 40% des patients explorés vont avoir une lésion d'angiodysplasie digestive retrouvée. Et de façon très caractéristique, ces patients chez qui on identifie des lésions d'angiodysplasie, que ce soit avec l'endoscopie conventionnelle ou la vidéocapsule, vous voyez sur la figure de droite, elle représente finalement le temps après un premier épisode d'hémorragie digestive, au bout duquel le patient va présenter une récidive. Donc plus la courbe descend vite, plus les patients récidivent vite. Vous voyez finalement, les patients qui récidivent le plus vite, c'est les patients pour lesquels l'endoscopie retrouve des lésions d'angiodysplasie, alors que finalement les patients qui sont porteurs d'autres lésions vont, eux, récidiver nettement moins et nettement moins rapidement. Et là encore, de façon caractéristique, on voit que les patients qui vont récidiver le plus fréquemment et le plus rapidement, ça va être ces patients qui vont avoir des lésions d'angiodysplasie localisées au niveau de l'intestin grêle.
Et finalement, cette particularité de cette fréquence élevée des angiodysplasies dans la maladie de Willebrand, elle témoigne en fait d'un rôle du Willebrand dans la régulation de l'angiogénèse. Et ça, c'est finalement, indépendamment de son rôle dans l'hémostase, il semble que le Willebrand joue un rôle important dans la formation, dans la régulation de la formation des micro-vaisseaux. Et c'est assez bien illustré sur cette figure qui représente en fait la densité capillaire d'une oreille de souris. Vous voyez qu'en haut, vous avez une souris saine, et en bas, vous voyez la densité capillaire d'une souris qui n'exprime pas du tout de Willebrand. Je ne sais pas si ça se voit très bien, mais en tout cas, en bas, la souris qui n'exprime pas de Willebrand a une densité capillaire nettement supérieure à celle de la souris contrôle, donc témoignant potentiellement de l'importance du Willebrand dans la régulation de l'angiogénèse. Et finalement, donc, on en est venu finalement à l'idée que la maladie de Willebrand, il ne faut peut-être pas l'appréhender seulement comme un trouble de l'hémostase, mais peut-être comme une pathologie qui peut être associée à des anomalies de la microcirculation, donc des petits vaisseaux. Et il y avait une étude qui date un petit peu, qui avait été publiée il y a de ça une vingtaine d'années, où les auteurs s'étaient intéressés justement à l'étude de la microcirculation chez des patients atteints de différentes maladies hémorragiques. Donc ils étaient allés voir, ils avaient en fait étudié au niveau du lit de l'ongle, donc on dit qu'on fait, ça s'appelle une capillaroscopie. Ils sont allés voir chez des patients porteurs de maladies de Willebrand, de thrombopathie ou d'hémophilie, comment se présentait la microcirculation. Et ce qui ressortait là de cette étude, c'est que les patients atteints de maladie de Willebrand avaient d'une part des anomalies de la densité capillaire comparées aux autres patients atteints de maladies hémorragiques, et également des anomalies morphologiques de ces capillaires. Et du coup, nous, l'idée finalement de ce projet, c'est d'essayer d'aller plus loin dans la caractérisation de ces anomalies de la microcirculation chez les patients atteints de maladie de Willebrand. Et ça, on va le voir sur la diapositive suivante, en utilisant un vidéomicroscope. Donc, l'intérêt de ce vidéomicroscope, c'est qu'il permet finalement une analyse plus standardisée que la capillaroscopie. Et nous, au lieu d'aller regarder au niveau cutané, au niveau induénal, on va aller appliquer directement la sonde du vidéomicroscope juste sous la langue. Alors pourquoi cette localisation-là? Parce que la langue, finalement, a la même origine embryologique que le tissu digestif. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir est-ce que finalement les patients qui sont plus à risque d'hémorragie digestive, est-ce qu'ils se caractérisent également par des anomalies de la microcirculation au niveau sublingual? Est-ce que les patients qui font des saignements digestifs, eh bien, est-ce qu'on va retrouver chez eux une anomalie de la densité ou la morphologie capillaire en appliquant une petite sonde juste sous la langue? Donc ça, ça va être l'objet de cette étude qui du coup est soutenue par l'AFH. L'AFH nous a permis finalement de faire l'acquisition d'un vidéomicroscope. Et donc, à l'inclusion, on regardera déjà quelle est la proportion, la fréquence d'anomalies capillaires en fonction des différents types de maladies de Willebrand. Et ensuite, on suivra les patients sur une durée de 3 ans pour voir est-ce que la présence de la microcirculation observée à l'inclusion est associée à un risque plus élevé de saignements digestifs, voire nasaux, chez ces patients. Voilà, donc c'est le projet qui a accepté de financer l'AFH, et nous sommes très heureux de pouvoir démarrer cette étude très prochainement. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis disposé à répondre aux questions s'il y en a. Merci beaucoup, Dr. Antoine Roch. Il y a des questions, mais on va peut-être les poser à la fin. On va finir l'ensemble des présentations. Et donc, on va laisser la main maintenant peut-être à Miasa sur comment financer le FRH, comment aider le FRH.
et ensuite Édouard Hamelin. Puis ensuite, on fera une question-réponse à toutes les questions. Donc, continuez à poser vos questions et on collectera tout ça pour débattre à la fin. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette… Moi, je vais avoir un petit interlude concernant en fait les moyens que vous avez ou que nous avons tous pour aider les actions et les projets de recherche du Fonds de dotation pour la recherche dans le domaine de l'hémophilie. Alors, en plus des dons, disons, classiques, c'est-à-dire les dons en ligne et les dons que nous recevons aussi par chèque, il y a d'autres manières aussi de favoriser la visibilité des actions du FRH. C'est tout simplement d'en parler autour de vous, que ce soit vos proches, vos amis ou même vos collègues. Pourquoi pas pour les intéresser, pour leur parler des projets qui sont financés, pour donner à notre lettre d'information, comme ça ils sont dans le circuit des échanges des informations que l'on peut partager, et ce qui pourrait certainement les inciter à un moment donné, s'ils se retrouvent devant un projet qui les intéresse, de faire un don. Il y a aussi, et ça je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, des micro-collectes de dons que vous pouvez faire à votre niveau, disons, personnel. Lors des événements d'anniversaire, de mariage, etc. Il y a plusieurs solutions en ligne que l'on peut, et on peut vous accompagner pour ça, si vous en avez l'intention, dans le cadre aussi, si vous êtes sportif ou s'il y a une manifestation culturelle à laquelle vous participez et que vous savez, que vous voyez que c'est pertinent peut-être de donner de la visibilité aux actions du FRH, n'hésitez pas, et que vous en avez envie, bien sûr. Et pareil, si vous êtes musicien, chanteur, circassien, enfin voilà, pour un concert ou un spectacle, ça a déjà été fait. Édouard l'expliquera tout à l'heure. En tout cas, toutes les occasions en fait, où il y a un peu de monde peuvent se transformer en opportunités. Et nous, que ce soit les équipes, enfin le FRH et à la FH, on est là justement pour vous accompagner dans cette démarche. Alors, il y a un levier qui est très intéressant, qui est l'entreprise. Donc, vous pouvez tenter de vous renseigner peut-être au niveau de vos entreprises si la politique sociale qui est mise en œuvre, en fait, généralement, il y a des outils à des moments de vie salariale. Il y a donc les entreprises, beaucoup d'entreprises consacrent à la promotion, à la visibilité d'associations locaux à leurs collaborateurs. Parfois, ils choisissent aussi, disons, une cause, mais aussi des moments où les collaborateurs en fait, peuvent faire l'action et assurer la visibilité de l'association dans lesquelles ils sont investis. Et en fait, les entreprises abondent chaque don réalisé par ses collaborateurs au même montant, au minimum, mais surtout peut-être au double même. Donc, n'hésitez pas que si un tel dispositif en fait, existe au niveau de votre entreprise, de votre travail, par exemple, pour la MH, je répète, bien, nous sommes là pour vous aider, vous accompagner dans vos démarches, dans l'organisation et même bien sûr le déroulement de l'événement. Et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci beaucoup. Je crois que je vais passer la parole à Édouard. Absolument, merci beaucoup Miassa, merci à toi. Et je vais vous donner quelques illustrations de ce qui s'est fait par le passé et qui a contribué largement donc au financement des projets qui vous ont été décrits et qui vont illustrer un petit peu ce qui peut se faire en termes d'opérations de collecte. Je vais vous présenter ça tout de suite. Ces dernières années, je vais vous illustrer quelques événements un peu marquants. Ça a commencé notamment début 2016 avec le SOMS qui avait lieu à Paris, donc au Grand Palais, et qui a permis de récolter 84 000 €, ce qui était un beau succès. Ensuite, il y a eu, toujours dans le sport, il y a eu la natation, qui est un sport particulièrement adapté pour les membres de la communauté, qui a eu lieu toujours à Paris, donc qui a permis de récolter près de 4 000 €. Donc encore un bel événement.
il y a eu, donc là, plus culturel, moins sportif, un concert de musique classique de piano qui était donc au profit de l'AFH, qui a eu lieu à la salle Cortot, toujours à Paris, et qui a permis de récolter plus de 6 000 euros. Donc, c'est un jeune artiste qui a dédié sa recette d'un soir donc à l'AFH. Merci à lui. Un petit peu plus récemment, et il est parmi nous ce soir, c'est Philippe Casado avec sa compagne Laure, qui ont marché plus de 600 km, donc c'était en mai 2018, sur les routes de France, en partant de Paris, pour aller au Carrosse d'Arche. Voilà, donc, tout ça marchant. Ça a pris 3 semaines et pour une récolte de dons de 25 000 euros. Donc bravo à eux et merci parce que c'était un bel exploit à la fois sportif et humain. Donc voilà, vous voyez qu'il y a voilà, des très beaux événements, des belles aventures humaines et qui ont permis de financer les beaux projets qui vous ont été présentés. Je voudrais vous illustrer aussi un autre projet, donc toujours mené par Philippe Casado et sa compagne Laure, qui est un projet qui aurait lieu en 2022. Et l'idée, en fait, c'est de faire la liaison entre New York et Los Angeles, donc aux États-Unis, en mobilette, comme vous le voyez sur la photo. Donc, voilà, c'est encore un projet tout à fait inédit. Voilà, comme vous avez pu voir, le rangement et le résultat qu'ils ont eu donc, en 2018, on peut encore s'attendre à un magnifique résultat. Donc merci à eux deux. Et je crois que vous pouvez notamment les rejoindre et voir l'actualité sur Facebook. Le projet s'appelle Hemobunis, Hemobunis. Voilà, donc merci à eux. D'une manière très concrète, si vous voulez continuer à soutenir le financement de projets de recherche tels qu'ils vous ont été présentés, vous est présenté sur ce document les différentes façons de soutenir. Vous pouvez donc, ça peut se faire par chèque si vous le souhaitez, alors du FRH, à envoyer donc à l'adresse de l'AFH. Et sinon, vous pouvez le faire également en ligne sur le site de l'AFH en cochant la case « Je donne pour la recherche » ou directement sur le site du FRH qui s'intitule donhemo, donhemo.fr. Voilà. Donc, grand merci pour votre attention. Et je vous ai remis les différents contacts des personnes que vous avez entendues, Niassa Emen, donc, qui est chargé de mission collecte de fonds, et le président du FRH, Jean-Marc Tassin, que vous avez entendu tout à l'heure. Donc, merci à vous. Et je me dépêche parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Donc, à très bientôt. Merci à vous. Nicolas, c'est à toi. Merci Edouard. Merci à tous les intervenants. Donc, maintenant, je vais rappeler l'ensemble des intervenants à côté de moi pour répondre aux questions. Alors, il y a plusieurs questions, tout à fait. Donc, on va commencer par vous. Peut-être on va vers Olivier, Christophe. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de les rassembler. À l'issue de ces magnifiques résultats sur la souris, à quelle date peut-on imaginer les essais sur les chiens et surtout les essais cliniques ou la phase 1 chez l'homme? Donc ça, c'est une première question. Ensuite, une autre question, je vous laisserai le temps d'y répondre. Les anticorps ont-ils des effets secondaires répertoriés que vous auriez détectés? Et puis là, je n'ai pas bien compris pourquoi vous aviez cherché à inclure ces anticorps dans un AAV, quel est l'intérêt? Pourquoi voulez-vous passer par des chiens avant un essai sur l'homme? Que cherchez-vous à vérifier? Donc, Olivier, Christophe, si vous pourriez apporter des éléments de réponse. D'accord, je vais essayer de répondre à tout ça. Alors, pour quand les essais chez le chien et pour quand les essais cliniques chez l'homme? J'aimerais bien vous répondre et vous donner une date aujourd'hui. Ça ne dépend pas que de nous.
Alors, c'est vrai qu'on a, grâce à notre collaboration avec David Lillicraft, on a accès au modèle chien. Aujourd'hui, on a une petite limite dans ce qu'on fait, c'est que pour passer au modèle chien, il faut changer d'échelle et il faut produire beaucoup plus de protéines qu'on le fait aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, on a une petite structure, même si on est de nombreux chercheurs, ce n'est pas notre métier de faire de la super production de protéines à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il faut des financements pour cela, pour faire la production. Et pareil pour aller en clinique. Et donc, pour beaucoup de financements, à vrai dire. Et donc, notre moyen d'avoir des financements, c'est d'abord, on a déposé des brevets et donc on espère qu'un partenaire industriel ou un financeur, en tout cas, va venir nous sponsoriser en rachetant des licences pour exploiter ces brevets. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une start-up. Et l'idée de cette start-up, c'est de justement générer des fonds pour avancer plus dans le développement de nos molécules et pour les rendre encore plus séduisantes et pour aller plus loin dans leur développement. Donc, ce n'est pas simplement dépendant du travail de laboratoire, ce qu'on fait, c'est aussi dépendant, il y a un côté économique. Et là, pour vous donner des dates, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à cette question. Ensuite, pourquoi on est passé dans les AAV? Alors, pourquoi on a utilisé la thérapie génique? Ce n'est pas une lubie de chercheurs. Quand on a commencé ce projet, en fait, la thérapie génique existait pour l'hémophilie B. Il y avait les résultats d'Amit Nakwamni en Angleterre qui étaient déjà publiés en 2011 et 2014. Et nous, on a dû commencer en 2016, je crois. Et en 2016, 2015, 2016, quand on a commencé ce projet, notre laboratoire était assez proche du laboratoire de Federico Minguzzi. Et donc, il s'intéressait bien sûr déjà à la thérapie génique. Et à l'époque, la thérapie génique chez l'hémophilia, c'était très compliqué parce que le gène du facteur 8 est très grand. Il est difficile à faire rentrer dans les particules virales qui sont utilisées actuellement, les AAV, dont je vous ai parlé. Et donc, des stratégies étaient mises au point pour réduire ce gène, mais les taux de production étaient très faibles et ce n'était vraiment pas satisfaisant. Et donc, grâce à cette collaboration avec Federico, il nous a fortement suggéré de travailler avec lui et de développer notre stratégie pour de la thérapie génique parce que ça pourrait servir aux hémophiles A, parce que pour lui, pour l'instant, ça ne fonctionnait pas sur les hémophiles A. Alors aujourd'hui, vous voyez que les choses vont vite parce que la thérapie génique chez l'hémophilia, ça fonctionne assez bien, mais il y a encore des limites. On voit par exemple que les taux d'expression du facteur 8 sont très variables d'un patient à l'autre avec les mêmes particules virales injectées. Il y a tout un tas d'autres limites à exploiter cette molécule. Et donc, ça reste encore d'actualité. Et c'est pour ça qu'on a continué. Et puis, ça peut peut-être, dans certains cas, être une solution pour quelques patients. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Est-ce qu'on aurait détecté des anticorps? Est-ce qu'il y avait des effets secondaires? On n'a pas vu d'effets secondaires en utilisant nos anticorps. On n'a pas vu, par exemple, d'événements de thrombose, parce que c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup demandé, parce que si on bloque un anticoagulant, est-ce qu'on ne risque pas de thromboser? On n'a pas vu de thrombose dans le modèle hémophile, absolument pas, que ce soit hémophilie A ou B avec le sens inhibiteur. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question que j'oublie? Et après, c'était pourquoi vous voulez passer par des chiens avant un essai sur l'homme? Alors, le modèle chien, parce que pour l'instant, on n'a fait que le modèle souris. Il y a quand même des limites au modèle souris. Alors, le chien aussi, il est différent de l'homme, vous allez me dire. Mais le chien est beaucoup plus grand et il a certaines caractéristiques qui sont plus intéressantes que ce qu'on a chez la souris. On voulait notamment voir cette histoire de demi-vie qu'on a mesurée chez la souris où les temps sont très courts, vous voyez, de demi-vie. Chez le chien, c'est beaucoup plus similaire à l'homme. Et ça, c'était un élément important. Donc, le modèle chien, pour ça, était intéressant. Et puis, c'est vrai que dans le monde de l'hémophilie, le modèle chien semble souvent un passage un peu obligatoire avant de passer chez l'homme. Et ça donnait de la force aussi à notre projet, notamment vis-à-vis des investisseurs. Très bien. Merci beaucoup. Alors, maintenant, c'est une question pour Dr Antoine Roch. Donc, cette hypercapillarité chez les personnes Willebrand pourrait expliquer les microsaignements, si je comprends bien. Autrement dit, pour éviter les microsaignements, faudrait-il joindre du facteur
von Willebrand au facteur 8 ou 9 plus systématiquement. Ensuite, une autre question. Actuellement, dans le monde, y a-t-il aussi des recherches contre les saignements digestifs chez les Willebrand? Et une autre question pour vous, est-ce qu'il y a une recherche similaire ou dans le passé qui a été faite pour les hémophiles? Oui, enfin, en réponse à la première question, l'idée, oui, c'est de voir si, si finalement on arrive à identifier des anomalies de la microcirculation. Et l'idée, c'est peut-être si elles sont présentes au niveau sublingual, on se dit que ce serait peut-être un petit peu comme une fenêtre et ce serait peut-être représentatif de ce qu'on peut trouver plus bas au niveau du tube digestif. L'idée, c'est un petit peu ça, c'est de dire peut-être que ces patients qui auraient des anomalies de la microcirculation, ils seraient plus susceptibles de développer des lésions d'angiodysplasie digestive, donc les lésions qui nous posent problème actuellement dans la prise en charge des hémorragies digestives dans la maladie de Willebrand. Alors après, il y avait une question pour savoir s'il y avait peut-être d'autres pistes. D'autres recherches à travers le monde. Voilà. Alors, actuellement, il y a différents... Enfin, il y a aussi l'idée que peut-être certains patients pour lesquels on est actuellement un petit peu démunis, on est parfois en situation un petit peu d'impasse thérapeutique. Peut-être que voilà, il y a certains médecins qui réfléchissent à l'idée d'utiliser des traitements qu'on appelle anti-angiogéniques pour essayer de réduire la fréquence des hémorragies digestives. Donc ça, c'est une classe de médicaments qui n'est pas des facteurs de coagulation, mais qui est utilisée également dans la population générale chez des patients qui présentent ce type de complications. La difficulté, c'est que finalement, c'est des patients relativement rares et finalement, les données publiées n'ont pas un niveau de preuve très, très important. Il faut toujours être prudent quand on regarde des résultats d'études sur des petites séries de patients. Souvent, il y a des biais de publication. Et toute la difficulté, finalement, dans ces populations-là, c'est de mener des études, je dirais, de qualité suffisante pour pouvoir se dire que, voilà, si je choisis de prescrire ce médicament à mon patient, je vais lui faire du bien et aussi ne pas lui faire de mal. Voilà. Et c'est parfois un petit peu la difficulté dans les maladies rares, hein, c'est que c'est pareil hein, pour toutes les maladies hémorragiques, hein, soit l'hémophilie, la maladie virale, la thrombopathie, c'est toute la difficulté, c'est de mener à bien des études avec des effectifs suffisants pour avoir un niveau de preuve suffisamment important pour savoir ce qu'on fait. Et donc, l'autre question, c'était est-ce qu'il y avait une recherche similaire qui avait été faite aussi chez les hémophiles sur ce sujet par rapport à ces veines, ces micro-saignements? Alors, en ce qui concerne angiodysplasie digestive, non, parce que finalement, dans l'hémophilie, la problématique des hémorragies digestives, elle existe, mais elle est différente, parce que souvent, dans l'hémophilie, finalement, c'est plus un effet indésirable par exemple, des traitements anti-inflammatoires qu'on peut être amené à prescrire pour soulager les douleurs liées à l'arthropathie hémophilique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements anti-inflammatoires, ils ont une toxicité, notamment pour l'estomac, et ils peuvent favoriser l'apparition d'ulcères au niveau de l'estomac qui sont source d'hémorragie digestive. C'est une problématique un petit peu différente. Après, dans l'hémophilie, Olivier me corrigera hein, si je dis pas de bêtises, mais il me semble qu'au niveau articulaire, pour expliquer parfois la survenue des hémarthroses, cette question de l'angiogénèse, c'est aussi une piste de recherche qui est développée par certaines équipes, notamment il y a une équipe aux États-Unis qui est dirigée par l'auteur Drygalski qui s'intéresse beaucoup à ça, mais on est sur quelque chose de complètement différent par rapport à ce dont je viens de vous parler. D'accord, merci. Alors, on va revenir vers vous, Olivier, mais on va rester toujours sur le sujet de la maladie de Willebrand. Je pense que tout ce travail que l'AFH a mené au point de vue recherche, donc vous avez bien vu, il y a deux volets hein, au niveau de la compréhension de la connaissance et puis le soutien financier concret pour essayer de faire aboutir des projets de recherche. Je pense que ça a mené aussi à faire évoluer, à faire réfléchir les équipes de recherche, notamment dans l'unité de l'INSERM d'Olivier Christophe, puisque donc cette question, votre laboratoire s'intéresse beaucoup à la maladie de Willebrand, est-ce encore le cas?
de manière générale, qu'avez-vous appris de vos recherches dans la maladie de Willy Brandt utile à la recherche sur l'hémophilie et vice-versa? Alors, évidemment qu'on s'intéresse toujours à la maladie de Willy Brandt. Il faut savoir que l'unité 1176, c'est une unité historiquement qui a été fondée sur la maladie de Willy Brandt. Donc, nous, on porte ce flambeau et on continue à bien sûr travailler sur la maladie de Willy Brandt, l'hémophilie et d'autres pathologies hémorragiques. Mais la maladie de Willy Brandt reste, on va dire, un peu le cœur du laboratoire. Est-ce qu'on a appris? Oui, on apprend toujours de ce qu'on fait. On partage beaucoup. On a des projets transversaux. Les gens qui travaillent sur le Willy Brandt travaillent aussi sur l'hémophilie, ils travaillent même sur les plaquettes. On a appris des choses. Ce qui nous a beaucoup intéressé ces dernières années, c'est justement ce couple facteur Willy Brandt, facteur 8. Et vous le voyez maintenant dans la recherche, on sait que c'est un couple qui est très fort, mais qui parfois, il faut qu'il se casse pour permettre au facteur 8 d'avoir une durée de vie plus allongée, par exemple. C'est ce qu'on voit avec une molécule qui est en essai clinique actuellement. Oui, les nanobodies qu'on utilise, eh bien, certaines stratégies qu'on a utilisées pour une molécule, on a pu l'appliquer à l'autre molécule, que ce soit le facteur 8, facteur 9 ou le facteur Willy Brandt. Par exemple, pour prolonger la demi-vie, on utilise maintenant des nanobodies pour faire ça. La thérapie génique, bien sûr qu'on s'y intéresse. Alors, on n'est pas des experts dans le laboratoire en thérapie génique, mais comme on s'intéresse à la maladie de Willy Brandt et qu'il n'y a rien qui est fait à ce niveau-là, eh bien, on a sollicité de l'aide d'experts et nous, on apporte notre expertise sur la maladie de Willy Brandt. Et je peux vous dire qu'on est en train d'écrire un papier scientifique sur des essais qu'on a fait chez l'animal en thérapie génique chez la souris. Et on s'est beaucoup servi de ce qu'on a appris justement en thérapie génique avec l'hémophilie. Donc oui, ça va dans les deux sens et ça n'arrête pas. D'accord. Alors, encore une question vers vous, Antoine Roch, et ensuite on va commencer parce qu'il est 21h passé. Par rapport à la question précédemment, apparemment, la réponse n'a pas été bien complète ou peut-être pas très bien entendue sur pour éviter ces micro-saignements. Donc, faut-il vraiment joindre du facteur Willy Brandt au facteur 8 ou facteur 9 plus systématiquement oui, non, ou peut-être, ou on ne sait pas encore? Alors ça, c'est une question, c'est difficile de répondre à cette question-là, parce que finalement, le facteur Willy Brandt, on n'en retrouve pas uniquement dans le sang, on en retrouve aussi dans les plaquettes et au niveau de l'endothélium. Et peut-être que dans certaines formes de maladie de Willy Brandt, notamment la maladie de Willy Brandt type 3 et aussi certaines formes de maladie de Willy Brandt type 2, on a aussi je dirais, un compartiment endothélial qui ne contient pas, pour lequel on retrouve également on a un déficit en Willy Brandt qui concerne également le compartiment endothélial. Et donc finalement, l'idée peut-être de restaurer le déficit présent au niveau du compartiment plasmatique, ça ne va peut-être pas résoudre complètement le problème. Parce que le Willy Brandt intra-endothélial pourrait lui aussi jouer un rôle dans la modulation dans la régulation de l'angiogénèse. Donc ce sera sûrement une piste d'étude, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des concentrés de facteurs Willy Brandt qui diffèrent en termes de degré de multimérisation. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas dire que l'un est supérieur à l'autre dans la prévention des hémorragies digestives s'il n'y a pas eu d'études les comparant 2 à 2. Donc, idéalement, il faudrait qu'une telle étude voie le jour, mais c'est très compliqué à financer parce que les industriels, voilà, c'est pas le type d'étude qui finance volontiers. Donc, voilà, donc, soit par le biais de registres, soit monter une étude peut-être avec un financement européen, parce que le clou de difficulté, c'est de trouver suffisamment de patients pour mener à bien ce type d'études. D'accord. On voit bien que donc en tout cas sur les maladies rares, il y a deux enjeux. L'enjeu, bien sûr, déjà des patients, mais et puis l'enjeu du financement, de l'intérêt des industriels comme des pouvoirs publics de financer des projets de recherche. Et je pense que l'AFH, de s'impliquer sur cet axe recherche a tout son sens pour faire avancer les choses, pour faire bouger ces lignes au niveau de la recherche dans les maladies hémorragiques rares. Voilà, après, il y avait des commentaires sur les projets qui sont en cours, notamment sur
sur cette traversée en mobilette. Alors, pas n'importe lesquelles de mobilette, c'est des 103 SP. Voilà, pour ceux qui ont pu grandir dans les années 70-80. Donc, ce n'est pas n'importe quelle mobilette. Mais bien sûr, voilà, pas très dangereux. Hein, comme dit Philippe Cassado, à 40 km/h, en principe, ça ne devrait pas être trop dangereux. Mais il y a plein d'autres projets aussi de recherche, il y a plein d'autres initiatives. Hein, donc là, voilà, Édouard Hamelin vous a présenté celle de Philippe Cassado, mais il y en a une autre qui est en cours, qui est en discussion avec donc, Benoît Cardinal sur un Ironman. Donc voilà, une personne qui est très impliquée dans du sport et qui fait un Ironman et qui va courir sur voilà, position de courir sous la couleur de la FH. Et puis il y avait aussi, on n'a pas mentionné, mais un projet de marche sur le chemin de Compostelle qui n'a pu se faire cette année, qui aurait dû se faire, mais qui n'a pu se faire à cause de pandémie. Et sans doute, on l'espère, qu'il sera reporté aussi, là encore, pour la cause et la collecte de dons pour la FH, pour la recherche. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. Et puis aussi, voilà, s'il y avait aussi d'autres projets de collecte, peut-être un mot de fin. Geneviève? Soutenez le FRH. Vous voyez que quand vous soutenez, c'est utile. Et que même si ça ne révolutionne pas complètement la recherche, bah, chacun apporte sa petite pierre et c'est utile. Voilà. Édouard, un petit applaudissement, mais peut-être un peu plus. Alors, un grand merci pour la qualité de toute cette intervention. Hein. C'est absolument magnifique. Jean-Marc Tassin, un petit mot de fin? Oui, il y a eu un sondage rapide lors de la première plénière et j'avais noté que 84% des personnes présentes avaient dit qu'elles souhaitaient être acteurs de la recherche. Donc, une bonne occasion d'être acteur de la recherche, c'est en aidant le FRH. Donc, nous comptons sur vous. Merci. OK. Peut-être Olivier Christophe, voilà, est-ce que vous avez un message à faire passer? Parce que là, c'est l'occasion. Hein. Écoutez, moi, je vous invite à venir nous voir, chercheurs au laboratoire, sous l'égide de la FH. Vous êtes toujours les bienvenus. Nous, on a un plaisir à vous rencontrer. Pour nous, c'est très important. C'est très valorisant pour les jeunes chercheurs, pour les jeunes du laboratoire. Et on apprend beaucoup à votre contact. Donc, vous serez toujours les bienvenus. Et toujours OK, merci. Toujours très bien accueilli. Merci, Olivier. C'est des rencontres extrêmement importantes et très riches. Docteur Antoine Roch, un petit message? Encore merci du soutien de la FH. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais on n'insiste jamais assez. Hein, la question des financements, c'est vraiment un enjeu important, mais même pour des études comme celle-ci, qui sont assez exploratoires. Et enfin, voilà, c'est un financement qui nous permet de mener à bien ce projet qui nous tient à cœur. Et voilà, c'est important. Voilà. Merci. Et on vous souhaite une très, très, très bonne soirée à vous tous. Et prenez bien soin de vous. Au revoir.